CQFD. Merci d'être avec nous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de décryptage et de débat. CQFD en mode grand entretien, vous le savez, depuis le début de cette crise du coronavirus. Et ce soir, on vous propose de parler d'Europe. Où est-elle, l'Europe, en ce moment ? Dans le cadre de cette crise, on a l'impression que les réponses sont surtout nationales, que ce sont les pays qui doivent se débrouiller, souvent un peu seuls à l'intérieur de l'Union européenne. Les frontières, d'ailleurs, entre les pays sont fermées. Alors, quid de cette solidarité européenne ? Et puis, quid de l'après aussi, de ce qui pourrait se passer demain ? Va-t-on aller vers un New Deal, une nouvelle donne européenne ? Est-ce qu'on va tirer les leçons de cette crise ? Certains l'espèrent, en tout cas. Et avec nous, justement, il y a l'un de ceux qui espèrent cela. C'est Pierre Laroutourou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen du Parti social-démocrate, vous êtes économiste et vous plaidez depuis longtemps pour ce New Deal. On va prendre le temps d'en parler avec vous ce soir pendant 25 minutes dans ce CQFD. Merci d'être là. Merci. CQFD. Et elle est là aussi, bien sûr. Catherine Tonero, bonsoir. Bonsoir. On va d'abord peut-être parler de cet enjeu, de la solidarité européenne, qui semble un peu aux abonnés absents depuis le début de cette crise du coronavirus. Effectivement, Béatrice Delvaux en faisait son édito hier dans Le Soir en revenant sur ce sommet européen virtuel de jeudi dernier, sommet censé donner une réponse commune à l'impact économique de cette crise, car depuis le début, les États membres ont injecté des milliards d'euros pour soutenir leurs économies, mais chacun a agi de son côté. Alors on a beaucoup parlé d'emprunts communs européens, les fameux Corona-bonds, ou encore du mécanisme européen de stabilité utilisé lors de la crise de la dette grecque. Deux visions fort différentes des leviers européens pour faire face à cette crise, on y reviendra. Au final, jeudi dernier, la seule réponse qu'est apportée ce sommet, à côté de profondes divergences, c'est repassé dans 15 jours, résume l'éditorialiste du Soir. Les 27 ont effectivement chargé leur ministre des Finances de la zone euro, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, de trouver une réponse aux demandes d'aide d'ici 2 semaines. Entre-temps, il y a des images qui marquent. Je pense notamment à celles des équipes médicales venues de Chine et même de Cuba pour prêter main forte à l'Italie, dont le bilan a dépassé désormais les 12 000 décès. Ce week-end, l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui à 94 ans ne s'exprime que très rarement, a déclaré ceci à l'AFP. Le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne fait courir un danger mortel à l'Union européenne. Alors, j'ai envie de commencer avec ça, avec vous, Pierre Laroutourou. Danger mortel pour l'Union européenne, dit Jacques Delors, par rapport à ce manque de solidarité. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je pense qu'on va vers une crise catastrophique si on ne réagit pas. Je crois qu'il y a un an, vous m'aviez invité à Louvain-la-Neuve, vos grands débats sur la démocratie. Et déjà, on était quelques-uns à dire, attention, on n'a rien réglé en 2008. En 2008, on avait dit on va changer le système. En fait, on a mis des rustines. Et déjà, il y a un an, on disait on va vers une crise économique et financière plus grave que 2008. On n'avait pas vu venir le virus et que c'était ça, l'énorme étincelle sur un baril de poudre. Mais donc, il y a d'abord la question sanitaire. 98 morts en Belgique en plus aujourd'hui, des centaines en France. Donc, c'est la catastrophe. Et peut-être que le libéralisme... On n'a pas été capable, nos dirigeants n'ont pas été capables d'écouter, malgré Ebola, malgré le SRAS, les scientifiques qui disaient attention, il y a un danger. Je pense que le libéralisme glorifie les vainqueurs et les winners et oublie le besoin de protection, oublie les faiblesses qu'on a chacun dans nos vies personnelles et nos vies collectives. Donc on a abîmé les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale, on les redécouvre. Le discours d'Emmanuel Macron sur le besoin de services publics est assez étonnant, mais j'espère que, contrairement à 2008, on va en tirer des leçons. Et aujourd'hui, du point de vue économique... Crise du libéralisme, selon vous, oui, quelque part, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, plus globalement que ça, politiquement, l'idée que quand il y a des vrais problèmes très forts, ici problèmes de santé, finalement les réponses sont surtout nationales, chacun se débrouille contre ses lits d'hôpitaux, on n'a pas vu une grande politique de solidarité, de santé européenne pour venir au secours de l'Italie qui dans un premier temps était tout à fait. plus touchée que les autres. Et là c'était le chacun pour soi. Il y a eu quand même quelques malades français qui ont été accueillis au Luxembourg ou en Allemagne ou en Suisse. Mais hélas, ça a été la panique. On n'avait pas vu, la plupart d'entre nous et de nos dirigeants n'avaient pas vu venir. On avait même diminué en Belgique comme en France. Il n'y avait plus de masques alors qu'on est dans des pays très riches. On avait coupé parce qu'il fallait être raisonnable, rationnel, rentable. On avait coupé dans nos 2 pays dans le stock de masques, dans le nombre de lits capables d'accueillir des malades. Voilà, donc ça a été un peu l'urgence. Et du point de vue économique, pendant quelques semaines, ça peut tenir quand chaque pays se dit, au lieu que les salariés tombent au chômage, on va quand même les aider.
ça peut tenir quelques semaines dans l'urgence. Mais par contre, on arrivera très vite au bout de ces réponses nationales, et ou bien il y a une réponse européenne, ou bien on peut aller vers une crise absolument catastrophique, sans doute pire que 1929. Donc c'est pour ça que les prochaines semaines sont fondamentales. Mais la bonne nouvelle, c'est que la situation est tellement grave qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Moi, ça fait seulement 6 mois que je suis député européen. Je disais que je ne pourrais pas voter le budget s'il n'y avait pas 100 milliards de plus. Et la Commission européenne disait non, en fait, on change des virgules, mais on continue avec le budget prévu par M. Juncker. Et là, depuis samedi dernier, c'est nouveau, depuis 4 jours, Ursula von der Leyen est d'accord pour dire, allez, on rouvre complètement le dossier du budget. Donc on travaille 10 heures par jour, on est confiné, mais on travaille 10 heures par jour pour muscler les propositions. Aujourd'hui, l'urgence est de sauver des vies et sauver des emplois, mais avoir très vite un plan de relance qui va créer des emplois, et pas seulement un plan de relance, un plan de transformation. En 2008, on a relancé les banques sans les transformer. Aujourd'hui, on est dans une crise financière. Est-ce qu'on est capable de réguler la finance? Est-ce qu'on est capable de transformer l'économie pour créer des emplois en Belgique comme ailleurs, et pour éviter une crise à répétition dans quelques années? Donc vous constatez, comme nous, que la réponse, là, pour le moment, elle est surtout nationale, mais vous dites que pour surmonter cette crise et ses conséquences à long terme, la réponse devra forcément être européenne, très important. Et que c'est l'occasion de changer de modèle. C'est ça que vous dites. C'est fondamental, parce que pour beaucoup de gens, et hélas, tout donne l'impression qu'ils ont raison, l'Europe, c'est l'austérité. Depuis des années, c'est l'Europe qui nous dit qu'il faut baisser le niveau des pensions, c'est l'Europe qui baisse l'impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. Mais en fait, si on le veut, il y a plus de marge de manœuvre financière au niveau européen qu'au niveau national. Aucun pays tout seul ne peut mettre en place une taxe sur les transactions financières. Vous et moi, quand on fait nos courses, quand on va acheter du pain ou des yaourts, on paye une TVA à 10%, on trouve normal. Par contre, les gens qui achètent des actions et des obligations, ils ont 0,0 de taxes. Mais aucun pays tout seul ne peut mettre en place une taxe sur les transactions financières. Par contre, au niveau européen, même s'il n'y a que 12 pays, on peut le faire et ça rapporte 70 milliards l'année prochaine. Aucun pays tout seul ne peut mettre en place une taxe sur le kérosène. Par contre, au niveau européen, on peut mettre en place une taxe sur le kérosène. Aucun pays tout seul ne peut lutter contre la concurrence fiscale. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. Maintenant, on est tombé à 19 ou 20%. Et aucun pays tout seul ne peut augmenter son impôt sur les bénéfices. Par contre, si tous les pays d'Europe créent un petit impôt sur les bénéfices, cette année, ça ne donnera pas grand-chose à cause de la crise, mais dans 2 ou 3 ans, ça peut faire 80 milliards. Donc, jusqu'à maintenant, hélas, depuis 20 ans, l'Europe a été synonyme d'austérité. Mais si on se donne les moyens, et je peux vous dire, je suis rapporteur général du budget, on est quelques députés, on ne va pas lâcher le morceau. Les mois qui viennent, on va être serein, mais très ferme sur les prix. Au contraire, l'Europe peut donner des nouvelles marges de manœuvre et l'argent va arriver dans les services publics, l'argent va arriver dans les hôpitaux, l'argent va arriver pour créer des emplois. Donc, il y aura quand même des gens qui vont tomber au chômage, mais on va tout faire pour qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté. On va tout faire pour protéger la santé, les services publics, l'accès aux médicaments. Et puis, le but, c'est que dans 1 an, il y ait des créations d'emplois massives. Et donc, les gens qui sont au chômage, qui vont tomber au chômage, se diront, il y a de la lumière au bout du tunnel. Dans 1 an, dans tous nos pays, on va, grâce à un plan Marshall pour le climat et pour l'emploi, on va créer 5 millions d'emplois en Europe. Bon, alors, plan Marshall pour l'emploi, pour le climat, ça nous permet d'évoquer cet enjeu, de savoir si on va vraiment aller vers une forme de New Deal européen. Et ça, on va le préciser avec Catherine Tonneros, c'est un combat que vous menez déjà depuis un bon petit moment, bien avant même d'être député, Pierre Larrouturou. Effectivement, New Deal du nom de la politique interventionniste du président Roosevelt pour faire face à l'époque aux effets de la Grande Dépression dans les années 30 aux États-Unis. Dans votre version, Pierre Larrouturou, on parle de pacte finance-climat. Réveillez-vous, les solutions sont là. Ça, c'est le nom de votre dernier livre dédié au modèle que vous proposez. Alors, on va résumer quelques-unes de vos principales revendications. Tout d'abord, que la Banque centrale européenne utilise sa capacité de création monétaire davantage vers la transition énergétique et non plus essentiellement vers le renflouement des banques. Environ 90% de ces montants aujourd'hui vont vers la spéculation selon les estimations, là où ils pourraient mieux financer l'économie réelle via notamment les énergies renouvelables. Cela créerait quelques 6 millions d'emplois pour toute l'Europe. Vous proposez aussi la création d'un impôt européen sur les bénéfices des entreprises, vous nous l'avez déjà expliqué, une taxe sur les transactions financières, l'annulation de baisses d'impôts accordées aux entreprises ou encore le remplacement de la Banque européenne d'investissement par une banque du climat. Il y a d'autres propositions résumées en 15 points sur le site du collectif Roosevelt que vous avez cofondé notamment avec Stéphane Hessel. Alors on va terminer par cette petite vidéo, si vous le voulez bien, que vous postiez sur votre page Facebook début février pour faire le bilan de vos premiers mois au Parlement européen. Cette vidéo, elle s'intitule « En 2020, ensemble au combat ». C'est le combat climatique dont il était alors question. On écoute. Il faut que 2020 soit l'année historique.
Il y a 30 ans, le mur de Berlin est tombé. Ce n'est pas parce que les grands chefs l'avaient décidé, c'est parce que des citoyens joyeux se sont mis dans la rue et sans un gramme de violence, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et nous, sans un gramme de violence, mais avec beaucoup de fermeté, de joie et de conviction, il faut qu'on fasse tomber le mur de l'égoïsme, le mur du cynisme, le mur des lobbies qui disent on verra plus tard et qu'on fasse naître cette année une nouvelle société. Voilà, cette année, une nouvelle société. Si Catherine est allée rechercher cette vidéo-là, c'est parce qu'on se demande si effectivement vous allez être entendu. Est-ce que justement cette crise du coronavirus va être le moment de faire vraiment changer les choses, bouger les lignes? Qu'est-ce qui vous laisse penser, Pierre Laroutourou, qu'à travers ce qu'on traverse là, vous allez peut-être être plus entendu avec ces idées-là aujourd'hui qu'hier? Je pense qu'il y a du déni chez beaucoup de nos dirigeants. Le dérèglement climatique, on verra plus tard. La crise financière, je vous ai déjà montré plusieurs fois cette courbe. L'an dernier, à Louvain-la-Neuve, je l'ai montré à tous les ambassadeurs. Ça fait 6 mois que je suis député. Je montre à tous les dirigeants le fait qu'on va vers une crise financière majeure. L'an dernier, aux États-Unis, il a fallu 2600 milliards de dettes en plus. 2600 milliards de dettes, c'est l'équivalent de tout le PIB français qui a été cramé. Donc on savait bien déjà qu'on allait vers une crise économique et financière. On ne pensait pas qu'elle serait si rapide, si brutale, si totale. Et donc aujourd'hui, ou bien ça va être le chaos, franchement. Et je pense que les dirigeants le comprennent. La façon dont Mme Merkel, en Allemagne, ils ont voté quand même pour plusieurs centaines de milliards en une semaine. C'était du jamais vu. Il y a 3 mois, le ministre des Finances, Scholz, présentait un budget à l'équilibre parfait, 0,0, Schwarz-Null, aucun déficit. Et là, tout d'un coup, il a des centaines de milliards. Et c'est pareil partout. Et ils vont se rendre compte, hélas, que ces centaines de milliards, c'est très utile, mais que ça n'est que pour l'Allemagne, ça n'est que pour 6 mois, et que si le reste de l'Europe s'écroule, l'Allemagne va s'écrouler aussi. Donc je pense qu'il y a une évolution des mentalités. Le Premier ministre des Pays-Bas, Rutte, a fait des déclarations scandaleuses en expliquant que si les Espagnols étaient plus sérieux, il y aurait moins de morts. Mais 3 jours plus tard, c'est un des principaux banquiers du pays qui a dit on arrête les blagues. En fait, les Pays-Bas, la dette privée est monstrueuse. On a peut-être moins de dette publique, mais la dette privée est monstrueuse. Et si le reste de l'Europe s'effondre, on va s'effondrer aussi. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience. Je vous interromps, Pierre Laroutourou, parce que là vous nous mentionnez votre credo sur l'idée que c'est l'Europe qui va permettre de s'en sortir. Mais j'imagine les Italiens, par exemple, et la question qu'ils doivent se poser, on leur dit depuis des années que l'Europe est là avec une série de politiques qui ne leur plaisent pas toujours, et notamment le fait que des migrants arrivent en Italie et qu'ils se sentent un peu seuls pour gérer cet enjeu lâché par les Européens. Et là, maintenant qu'il y a une crise sanitaire majeure, ils voient que les Européens ne sont pas là non plus pour venir les aider. Est-ce que vous pensez que c'est vendable auprès des opinions publiques de dire... Je ne vous ai pas dit que c'était la baguette magique. Mais je vous pose la question, comment est-ce qu'on explique... Je suis juste député depuis 6 mois. Mais comment est-ce qu'on explique aux opinions publiques que la réponse demain, pour vous, Pierre Laroutourou, c'est plus d'Europe quelque part, en tout cas. Non, c'est une Europe différente. Une réflexion budgétaire au niveau européen. C'est pas plus d'Europe si l'Europe continue comme depuis 30 ans. Moi, quand il y a 30 ans, j'étais dans les clubs de Jacques Delors. Jacques Delors disait votez oui à Maastricht, mais on se remettra tout de suite après sur l'Europe sociale. En 2005, il y avait un grand débat entre José Bové et Jacques Delors. Il y avait un référendum en France et une semaine avant le référendum, José Bové disait je vote non parce que l'Europe accélère la concurrence fiscale. Et Jacques Delors disait José Bové a raison. Le prochain combat à mener ensemble, ceux qui votent oui et ceux qui votent non, c'est faire un impôt européen sur les bénéfices. En 2005, Jacques Delors, patron de la Commission, dit il faut faire un impôt européen sur les bénéfices. Et dans le studio, il y a un certain Juncker qui rigole en disant je ne savais pas qu'on pouvait apporter une courbe. Mais donc ça fait 15 ans que tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer la concurrence fiscale. Les seuls qui gagnent, c'est les actionnaires qui ne savent plus quoi faire de leur fric. Et il n'y a pas d'argent pour les pensions, il n'y a pas d'argent pour les services publics, il n'y a pas d'argent pour la recherche et la santé. Donc maintenant, on est à un moment de vérité. On va vers un effondrement accéléré. Déjà avant Noël, le patron de la Bundesbank disait attention, nous sommes en récession. Déjà avant le coronavirus, Jens Weidmann, qui est pourtant un homme assez classique, on va dire gentiment, en Allemagne. Weidmann disait « l'Allemagne est en train de rentrer en récession, il faut une relance budgétaire ». Maintenant, ce n'est pas une récession, c'est un effondrement de l'économie si on n'est pas capable de réagir. Donc oui, il faut un plan Marshall. Quand Pedro Sanchez, le premier espagnol, dit qu'il faut un plan Marshall, oui, on parle de Roosevelt, le seul homme d'État qui a sauvé un pays qui était confronté à une crise économique aussi grave, c'était Roosevelt, alors qu'il était paralysé. Lui ne se prenait pas pour un winner, lui ne se prenait pas pour Jupiter, mais il faisait confiance aux citoyens, il parlait à l'intelligence des gens, il a fait passer 15 réformes en 3... Vous avez dit qu'on a créé le collectif Roosevelt avec des amis belges et avec Stéphane Hessel et Michel Rocard. C'est pas que Roosevelt a fait la preuve en 1933 que le politique peut être efficace au service du bien commun. Il fait passer 15 réformes, il fait la séparation des banques, il fait un impôt sur les plus riches, il va tripler le budget fédéral. Qu'on parle du plan Marshall, ça c'est après-guerre pour aider l'Europe, ou qu'on parle du New Deal, le New Deal en 1933, au moment où l'Europe va vers la barbarie, c'est l'arrivée des nazis, et bien alors que la crise était plus grave aux États-Unis, Roosevelt va créer des millions d'emplois et il le finance, il va tripler le budget en faisant un impôt sur les dividendes, un impôt sur les plus riches.
Donc j'aimerais dire à Mme von der Leyen, j'aimerais dire à M. Macron, à Mme Merkel, à nos amis députés, maintenant on arrête les blagues, on arrête les discours complètement creux, on arrête le pipeau, on arrête d'avoir peur les uns des autres. Est-ce qu'on se met au boulot et dans les 2 mois qui viennent, on est capable de faire un nouveau budget, des mesures d'urgence. L'urgence, on sauve les vies, on sauve les emplois, on évite que les gens tombent dans la pauvreté. Et un plan de relance, le plan Marshall, c'était 4% du PIB. Il faut des plans massifs. Et je le répète, la bonne nouvelle, c'est que l'argent existe. La Banque centrale européenne, avant même la crise du coronavirus, la Banque centrale avait dit on va créer 240 milliards cette année. On va créer 240 milliards. Or, vous l'avez dit, le bilan, c'est Philippe Maystadt, qui est là, ce n'est plus de ce monde, mais Philippe Maystadt, il y a 2 ans, nous avait beaucoup, l'ancien ministre des Finances belge, nous avait beaucoup aidé pour faire notre premier livre. Et Philippe disait, dans le quantitative easing, dans l'argent qui a été créé par la Banque centrale, c'est seulement 11, depuis avril 2015, il y a eu 2600 milliards d'euros créés, 2600 milliards, voilà. Et seulement 11% est allé dans l'économie réelle, et 89, presque 90% est parti à la spéculation. Donc, est-ce qu'on recommence ? Est-ce que l'argent de la BCE, au-delà des mesures d'urgence, on va de nouveau le donner aux banques en espérant que les banques vont être gentilles, ou est-ce qu'on se dit que cet argent va intégralement créer des emplois dans l'économie ? C'est plus d'État demain, mais plus d'État aussi au niveau européen, Pierre Laroutour, où c'est donner des moyens à l'Union européenne elle-même, avec un impôt sur les bénéfices au niveau européen. Tout à fait. Et une vraie politique où l'État pèse davantage, a plus d'argent, a plus de force. Ça est faisable en quelques mois. Je ne veux pas être trop technique, mais les statuts de la Banque centrale, j'ai sous les yeux les statuts de la Banque centrale, article 2, l'objectif premier de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix, mais si l'objectif de stabilité est atteint, la Banque centrale est au service des objectifs généraux de l'Union définis à l'article 3. Dans l'article 3, il y a le progrès social, le plein emploi et la qualité de l'environnement. Donc on peut utiliser le levier de la Banque centrale pour ça. On a 240, je le répète plus lentement, c'est énorme, on a 240 milliards de disponibles cette année. En France, Nicolas Hulot avait démissionné, il voulait 7 milliards pour isoler les bâtiments. Il y a 200. Combien on peut créer d'emplois en Belgique, en France, en Pologne, en Italie? Combien on peut créer d'emplois avec 240 milliards? La taxe sur les transactions financières, j'ai retrouvé hier un document de la Commission européenne, parce qu'autrefois on disait qu'on était des gauchistes quand on disait ça. La Commission européenne en 2011 disait oui, on peut créer une taxe sur les transactions financières de 0,1%. 0,1%, c'est pas beaucoup. C'est faisable en 2 ans. Et ça rapporterait entre 70 et 80 milliards. Il y a 2 scénarios, voilà. Donc, il n'y a pas de baguette magique. La taxe sur le kérosène, vous et moi, si on a besoin d'essence, moi j'ai la chance d'avoir des métros où je circule en vélo dans Bruxelles, mais ceux qui font le plein d'essence, ils ont, dans tous les pays d'Europe, il y a en moyenne 40 centimes de taxe sur l'essence. 40 centimes. Par contre, pour le kérosène, il n'y a pas 1 centime de taxe. Donc, évidemment, toutes ces taxes, dans une année de récession, elles vont rapporter peu, mais encore une fois, Roosevelt a fait la preuve qu'on peut mettre en place une politique ambitieuse qui crée des emplois, un système fiscal qui est juste, qui répond aussi aux demandes des Gilets jaunes de justice fiscale. Et avec Roosevelt, il avait fallu 6 ans pour arriver à l'équilibre. Il y avait eu 6 ans de déficit, mais la 7e année, il y avait un excédent. Et sa politique avait créé des millions d'emplois et avait sauvé la démocratie et la cohésion sociale. Donc pour vous, on a quelques années là pour changer complètement. Non, on n'a pas quelques années. C'est dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça. Et ça va prendre quelques années pour changer le système économique. Est-ce qu'on va juste... Non, c'est pas désolé Arnaud, si je suis trop long, mais c'est une question fondamentale parce qu'encore vendredi, les industries automobiles nous ont expliqué qu'à cause de la crise, il fallait renoncer aux mesures climatiques. Ce serait stupide. Je pense qu'il faut évidemment protéger l'emploi, qu'on soit dans l'automobile ou ailleurs, on a tous besoin d'un boulot, d'avoir une utilité, d'avoir un revenu décent. Mais il faut dire que les gens qui sont dans l'automobile peuvent faire des voitures beaucoup plus légères, qui vont rouler avec des renouvelables, ils peuvent faire des transports en commun. Et s'il y a moins de travail, ils travailleront moins. Chez Volkswagen, au début des années 90, souvenez-vous, en 93, il y avait 30 000 personnes en trop chez Volkswagen. Et les politiques ont dit, vous faites comme vous voulez, mais c'est 0 licenciement. Ils sont tous passés à la semaine de 28 heures. Et il y a eu 0 licenciement. Donc, évidemment que l'emploi, c'est fondamental. L'emploi, c'est fondamental, mais le chantage à l'emploi n'est pas possible. On doit en même temps s'occuper du climat et de l'emploi. Et les gens qui travaillent dans l'automobile garderont leur job, garderont 95 ou 98% du revenu. Ils peuvent construire. Quelqu'un qui sait faire des voitures sait faire aussi des autobus ou des tramways. Pour vous avoir bien compris, ce que vous nous dites, c'est que là, ici, maintenant, pour sortir de cette crise du coronavirus, Pierre Laroutourou, il faut prendre des mesures, transformer quelque part l'économie européenne vers aussi une économie plus respectueuse et beaucoup plus respectueuse de l'environnement, et que cette crise est l'occasion de le faire et que ça peut changer en quelques années. Quand même, un petit mot sur les dettes des États, parce que là, on parle de ce que la Banque centrale pourrait fabriquer en quelque sorte comme argent et mettre comme dette à son bilan.
maintenant. Certains estiment qu'on devrait aussi peut-être tailler dans les dettes des États, Catherine. Tout à fait, ça c'est une chronique de la Libre Belgique signée par Georges Hugeux, ancien vice-président de la Bourse de New York. Il y revient largement sur cette idée de Corona-bon, on en a parlé. Une fausse bonne idée, dit-il, qui ne ferait qu'aggraver l'endettement de pays déjà fort endettés. Peu importe l'origine des fonds, une crise de la dette ne se résout pas en empruntant plus, écrit Georges Hugeux, pour qui il est urgent de restructurer donc la dette des États. Il fait remarquer que les critères de Maastricht sont bafoués depuis longtemps déjà et que le contexte actuel ne va sûrement pas permettre aux pays européens de travailler au maintien de leur déficit dans les limites prévues. Cela fait 10 ans que l'Europe est en quasi-récession malgré les achats massifs de dettes souveraines par la Banque centrale et on voudrait qu'elle fasse plus, s'interroge le spécialiste de la finance et qui avertit, l'Europe ne résistera pas selon lui à un défaut de la dette italienne. Alors, est-ce qu'il faut aussi ouvrir ce dossier-là, ce chantier-là, Pierre Laroutourou, et peut-être de dire que pour certains États, notamment l'Italie, mais peut-être la Belgique aussi, ce ne sera pas tenable à long terme de rembourser les dettes très importantes de nos États et peut-être aller faire des coupes dans la dette de certains États demain. D'abord, on voit que la réponse de la Banque centrale européenne aujourd'hui est plus intelligente et plus rapide qu'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, l'Italie, on avait peur que l'Italie soit attaquée par des spéculateurs, mais hier, le taux d'intérêt payé par l'Italie était seulement à 1,3%, parce que Christine Lagarde et les responsables de la BCE ont réagi intelligemment. Voilà. Après ça, on peut aller plus loin. Déjà en 2012, c'est une idée qu'on avait mise sur la table avec Michel Rocard et Stéphane Hessel, d'expliquer que évidemment la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à l'Italie, à la Grèce ou à la Belgique, mais rien n'empêche la Banque centrale de prêter soit à la Banque européenne d'investissement, soit à des banques publiques, la KfW en Allemagne, la CASA, la Caisse des dépôts, et donc on pourrait sans changer les traités, parce que pour changer les traités, il faudrait plusieurs mois, mais sans changer les traités, on pourrait complètement enlever les marchés financiers et les spéculateurs et dire que la Banque centrale prête de l'argent aux banques publiques, à un réseau de caisses des dépôts, CASA, KfW, banque belge, et qui prêtent aux pays qui en ont besoin à taux zéro. Aujourd'hui, la BCE crée de l'argent à moins 0,7%, donc on pourrait prêter de l'argent à moins 0,7 et prêter à l'Italie à 0,0. Après ça, je pense qu'on pourrait mettre au frigo. Quand vous regardez la dette totale aux États-Unis, ça c'est la dette totale privée-publique, elle n'a jamais baissé. Voilà. En fait, on l'a jamais donc, dit. On part du principe qu'il y a une part des dettes qu'on ne remboursera de toute façon jamais. C'est la réalité. Il ne faut pas faire peur aux bourgeois, il ne faut peut-être pas le dire, mais en vérité, j'ai sous les yeux les chiffres de la Réserve fédérale. Il y a une part de dette des États qui ne rembourseront jamais augmenté. Et par contre, on voit que elle n'a jamais diminué. Par contre, on voit que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, la dette n'augmentait pas. Et c'est à partir du moment où on a dérégulé le marché du travail, qu'on a baissé ce qui va aux salariés dans l'économie, qu'on a dû pousser les gens à s'endetter. Donc c'est bien une crise du libéralisme. Au-delà de la crise sanitaire, ce qu'on vit, c'est bien une crise de la dérégulation. Alors, question posée et réflexion soumise par nos auditeurs et téléspectateurs. Catherine Tonero pour Pierre Laroutourou. On va commencer par celle d'Alain qui nous dit que le capitalisme ne pourra pas s'humaniser selon lui. Dès la pandémie passée, nous écrit-il, le business as usual du capital reprendra ses droits, d'autant qu'il y aura des pertes à récupérer pour certains possédants. Alors comment éviter cela ? Écoutez, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Tout à l'heure, dans la petite vidéo que vous avez retrouvée, on parlait du mur de Berlin. Moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po en 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et si on avait attendu les grands chefs, les ministres et tout ce, voilà, le mur serait resté. C'est des citoyens comme vous et moi qui en avaient marre, qui un jour se sont dit ce système est insupportable, j'en ai marre, et bien je descends dans la rue pour le dire. Au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000 et ils ont fait tomber le mur de Berlin en 3 mois. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est des millions à se dire ce système est devenu fou. Un système où il y a tellement d'inégalités, tellement de violence, qui fout en l'air la biodiversité et le climat, qui a besoin de toujours plus de dettes et on va vers une crise financière plus grave tous les 10 ans, ce système est devenu fou. Donc est-ce qu'on est capable de le changer? Et moi, je suis rapporteur général du budget. J'étais assez ému quand on m'a proposé cette responsabilité très belle. C'est moi qui vais négocier le prochain budget de l'Union européenne, le budget 2021, au nom de tout le Parlement. Eh bien, je peux vous dire qu'on bloquera. Je n'accepterai pas, comme citoyen, comme député, comme en conscience, je ne pourrai pas accepter qu'on continue en mettant des rustines. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience. Encore avant-hier, je parlais avec un commissaire, le commissaire chargé des affaires sociales. Il m'a dit, il faut qu'on se voit pour voir comment, dès le mois prochain, on peut aider les pays à protéger l'emploi. L'Allemagne a mis de côté des réserves. Donc, ce qu'on appelle le Kurzarbeit, il faut quand même le dire, il y a des bonnes nouvelles. On peut éviter que les salariés tombent au chômage ou dans la pauvreté. En Allemagne, en 2009, on a mis en place un système qui s'appelle le Kurzarbeit, c'est travailler moins pour licencier moins. C'est le contraire de ce que faisait Sarkozy, en gros. Travailler moins pour licencier moins, c'est dire en cas de récession, si l'entreprise a 30% de travail en moins, au lieu de couper 30% des effectifs,
on garde tout le monde garde son job, on baisse le temps de travail de 30% et on maintient 95 ou 98% du revenu. Il y en a eu 1 500 000 salariés qui en ont profité en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, ils l'ont remis en place et ils peuvent payer tout seuls pendant 6 mois. Donc, il n'y a pas de fatalité. Est-ce que l'Europe, dès le mois prochain, parce que l'Allemagne a mis en place des réserves, parce que par ailleurs, elle avait coupé sur les pensions, par ailleurs, elle avait coupé ailleurs. Donc, l'Allemagne peut le faire toute seule pendant 6 mois. Mais déjà, l'Italie ou l'Espagne auraient plus de mal. Donc, je vous dis, avant-hier, je causais avec Nicolas Schmit, le commissaire aux affaires sociales, pour voir comment est-ce que dès le mois qui vient, l'Europe peut aider la Belgique, l'Italie et tous les pays qui en ont besoin pour éviter que les salariés tombent au chômage, éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Ça, c'est des mesures d'urgence. Alors, si vous nous promettez une réponse très courte, on peut encore reprendre une question chez Catherine Tonero. Peut-être cette observation de André Peters qui se dit sociologue de la monnaie. Et il nous partage un article qui dit ceci. Outre les actions d'urgence destinées à limiter la casse, il faudra préparer évidemment le redémarrage à court terme, mais aussi avec des actions de fond pour répondre à nos faiblesses, à commencer par renforcer, stabiliser, relocaliser, autonomiser nos approvisionnements. Des priorités qui rejoignent celles du combat climatique finalement. Alors est-ce que, entre guillemets, ça tombe bien? C'est vraiment maintenant que ça se fait? C'est un bon prétexte? Est-ce que c'est conciliable d'abord? C'est plus qu'un prétexte, mais je vois ce que vous voulez dire. On est dans une crise. Voilà, en 2008, tout le monde avait dit qu'on allait changer le système. Voilà, on avait même parlé de la séparation des banques. Souvenez-vous, au niveau européen, aussi bien quelqu'un comme Philippe Lamberts ou Michel Barnier, deux familles politiques différentes, avaient dit qu'il faut séparer les banques pour casser la spéculation. Et puis des lobbies sont arrangés pour pas que ce soit fait. Donc, est-ce que cette fois-ci, on comprend que c'est pas pour rire? Un enfant à l'âge de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de rire. Est-ce que pour de vrai, on va réguler la finance? Est-ce que pour de vrai, on va faire développer les circuits courts? Quand on voit qu'on n'est pas capable de produire certains médicaments ou certains masques en Belgique ou en France, c'est juste ridicule. On a besoin de passer des commandes à la Chine. Voilà, est-ce qu'on est capable de comprendre qu'on est dans un monde dangereux, qu'il y a plein de raisons d'être heureux, plein de raisons d'être joyeux, mais qu'on est dans un monde dangereux et que l'Europe doit en tenir compte? Eh bien, ce sera la question. Et comme député et comme citoyen, je finirai en disant ne comptez pas seulement Brièvement sur Merkel, Macron et vos députés. Nous, comme députés, on va faire le maximum, mais on a besoin que les citoyens nous aident, y compris à l'automne. Si les chefs d'État ne bougent pas, je pense qu'il faudra qu'on reste sympathique, mais qu'on soit très très ferme sur les prix. Bon, eh bien voilà. Merci Pierre Larrouturou d'être passé par chez nous ce soir. On rappelle que vous êtes député européen pour le Parti social-démocrate français, donc Nouvelle Donne. Et merci d'être venu pour ce CQFD. Merci aussi à toute l'équipe et à Catherine Tonero. Votre émission, vous la retrouvez chaque soir en télé et en radio. Et puis quand vous le souhaitez, sur RTBF, Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci pour votre fidélité. CQFD.